Salut, voici ma girl Victoria Kimani. Et voici mon boy Flavor. Voici Coke Studio Africa. Flavor est une star de la musique au Nigeria. Il est au Kenya pour le tournage de la saison 2 de Coke Studio Africa, le plus grand programme musical du continent. Comme lui, des artistes viennent des 4 coins de l'Afrique pour jouer en direct devant un public et des millions de téléspectateurs. Flavor est connu pour ses chansons en langue Igbo, parlées dans le sud-est du Nigeria. Je pense que la langue que tu parles n'a pas d'importance, parce que la musique en soi est un langage universel. Ce qui compte, c'est le rythme, l'émotion, l'âme. Commencée en octobre 2013, la saison 1 avait déjà connu un grand succès. Coca-Cola avait alors dépensé des millions dans l'émission qui encourage les artistes africains à travailler ensemble. En tant que Nigérian vivant en Afrique de l'Est, vous le voyez, je peux voir comment les gens se construisent des idées d'année en année qui les empêchent de collaborer. Alors ce que l'on essaie de faire justement, c'est de construire des ponts dans cette Afrique divisée. Depuis son lancement au Brésil en 2007, Coke Studio a aussi produit des émissions au Pakistan, en Inde et au Moyen-Orient. Dans sa saison 2, les artistes mélangent musique traditionnelle, électronique, rock et benga kenyan. Un mix que le Camerounais Frank Biyong espère voir sortir du label Musique du Monde. Afin de faire quelque chose qui soit vraiment personnel, pas dicté par l'extérieur, il faut qu'on s'assure que cette génération d'artistes puisse travailler dans un environnement et avec une stratégie que l'on n'attend pas des musiques africaines. Flavor et Victoria Kimani, le Nigeria et le Kenya, sont en tout cas ce soir sur le même rythme. Dans Mr. Turner, le réalisateur britannique Mike Leigh capture les deux visages du peintre anglais à travers les dernières années du maître, un artiste visionnaire, mais aussi un homme très mortel dévoré par son art et ses blessures. Un rôle qui a valu à son interprète Timothy Spall le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes. My little lad could draw. I thought he could read and write. He was a man of absolute contradiction, which, as we were... C'était un homme plein de contradictions, et cela nous a posé problème pendant le processus créatif pour donner vie à ce personnage. Mais ensuite, on a compris à quel point cela était important et que c'était l'essence même de l'homme, qu'il était plein de contradictions, des contradictions énormes. L'acteur britannique de 57 ans campe un Turner en état de tension permanente. Fidèle de Mike Leigh, il a accédé à une notoriété mondiale en incarnant Peter Pettigrew dans la saga Harry Potter. Il a aussi été Winston Churchill dans le discours d'un roi. Why on earth would he go and do that? He's ruined a masterpiece. That is the deal with a Mike Leigh film. C'est mon 7e projet avec Mike Leigh. Et avec lui, c'est toujours la même histoire. Il vous demande de participer et ensuite, on découvre et on crée ensemble le personnage. Il est rare qu'un réalisateur vous implique autant dans le processus de création. Le film retrace les dernières années de William Turner, décédé en 1851. Peintre reconnu, il subit néanmoins les sarcasmes de l'établissement qui le recevait et l'honorait avant. Incapable d'exprimer ses sentiments, l'artiste est dépeint à l'écran comme un ours mal léché qui émet régulièrement des grognements faute de pouvoir sortir des mots. Sa mère est internée lorsqu'il est tout jeune et il est élevé par son père qui devient ensuite son assistant. The universe is chaotic. And you make us see it. You are a man of great vision, Mr. Turner. All of the component parts of the way he walks, his physicality. Tout ce qui fait ce personnage, la manière dont il marche, son côté physique, tout cela est basé sur des êtres humains que j'ai connus. Mon travail, c'est de les assembler un peu à la Frankenstein. On crée un costume qui doit ensuite coller à toutes ces recherches qu'on a faites. To fit the research.
Leave a form altogether. Turner. Clearly losing his eyesight. A masterpiece I here present, which Mr. Turner has just sent. I believe you to be a man of great... Timothy Spall déclare à Cannes, où le film était en compétition, que le génie n'est pas toujours romantique. Selon lui, la plupart des génies sont étranges, ce sont souvent des sociopathes bizarres. Et Mr. Turner était une sorte de singe, d'origine modeste, mais il avait cette âme extraordinaire. Mariachi Plaza à Los Angeles. C'est ici que depuis les années 50 se retrouvent ces musiciens traditionnels mexicains à la recherche de travail pour la soirée. Rodrigo tend sa carte de visite aux automobilistes, tarif $350 de l'heure pour lui et ses 4 collègues. La plupart des gens qui viennent ici pour embaucher des mariachis sont des latinos. Les Américains préfèrent rester à l'écart. Ils cherchent sur Internet en mettant Mariachi Plaza dans leur moteur de recherche. Mariachi Plaza, c'est aussi le nom donné à la station de métro construite ici il y a quelques années. Un métro qui a donné des idées aux promoteurs immobiliers. Pauvre et largement peuplé d'immigrés, ce quartier à l'est de Los Angeles attire désormais les convoitises. Un projet de centre commercial inquiète ceux qui viennent ici tous les jours chercher du travail. On ne nous a pas dit qu'on allait devoir partir, mais on ne nous a pas dit non plus si on allait pouvoir rester. Donc on est dans l'attente. Nous ne sommes pas contre le développement urbain dans ce quartier. C'est bien que les choses s'améliorent, mais la grande inconnue, c'est de savoir si les centaines de mariachis qui utilisent cette place vont avoir le droit de rester. Tony est mariachi depuis tout petit. Tous ses clients, il les trouve ici, dans la rue. Sans ce lieu public pour montrer ses talents, il risque de ne plus travailler. Nous sommes nombreux à vivre de notre musique pour nourrir nos familles. On ne fait de mal à personne, on est là pour rendre les gens heureux. En attendant de connaître son sort, Tony continue à jouer. D'après le syndicat des mariachis, jusqu'à 5000 familles de Los Angeles dépendent financièrement de l'activité de ces musiciens. Cette danse sud-africaine s'appelle le gumboot, ou botte en caoutchouc. Elle a été inventée par les mineurs noirs sud-africains qui faisaient claquer leurs bottes pour communiquer sans être compris des chefs. Dans ce casse-noisette revisité, le ballet de Jobour a gardé la musique de Tchaïkovski, mais la danse russe est remplacée par cette danse sud-africaine, et la petite Clara ne voyage plus au royaume des délices, mais dans le désert du Kalahari. Casse-noisette en Afrique du Sud pendant l'été, en faisant comme si c'était l'hiver dehors, c'était un peu ridicule. Donc l'idée était de créer un casse-noisette sud-africain qui raconterait l'histoire de casse-noisette, mais dans un décor sud-africain et en été. Ni flocon ni tutu donc pour ce conte de Noël. La fée dragée qui guide Clara dans son aventure féerique s'est transformée en guérisseuse traditionnelle. Et dans le désert du Kalahari, on peut croiser des autruches. Ça a été un défi parce que beaucoup de danseurs ne sont pas d'Afrique du Sud. Et évidemment, ils ont beaucoup dansé le casse-noisette classique. Donc ils nous regardaient comme si on était devenus fous. Mais au final, les danseurs ont apprécié. Le ballet repose sur des bases classiques avec les pointes, mais aussi une inspiration contemporaine. Et pour la première fois cette année, des éléments de cirque. Le plus difficile pour moi, c'est probablement les nouveaux tours de cirque qu'on fait cette fois. Ça demande beaucoup de puissance musculaire dans le haut du corps. Nous en avons, mais pas à ce point. Je pense que c'est plus dangereux, les mouvements sont plus dangereux, c'est plus sculpté. Au lieu d'être classique, c'est excitant, c'est rapide. Pour le ballet de Jobour, ce spectacle couleur locale est aussi une façon d'attirer un nouveau public, plus de noirs et plus de jeunes, sans perdre la magie et la grâce qui caractérisent ce conte merveilleux. Élégance typiquement japonaise.
Le kimono rayonne de 1000 couleurs à la semaine de la mode de Tokyo, mais pour la mannequin Rei Hamada, ce vêtement ne se porte pas n'importe comment. En général, on choisit les vêtements occidentaux parce qu'ils nous vont bien, en fonction de nos goûts. Eh bien, pour les kimonos, c'est le contraire. D'abord, il y a le kimono, et c'est à nous de nous apprêter de manière à ce que nous lui allions. Ce n'est pas une tenue qui pousse à se mettre en avant. Le processus requiert une longue préparation. Retour 8 heures en arrière. La journée commence par une longue séance de coiffure et de maquillage. Rei défile pour Jotaro et Sansai Saito, une famille de créateurs de kimonos très réputée au Japon. Ici, elle est entre de bonnes mains. J'ai défilé à New York, à Singapour et à Hong Kong, et je trouve que les Japonais ont vraiment une sensibilité particulière. Pour le maquillage notamment, je pense que nous sommes les plus forts. Rei a été repérée dans la rue de sa ville natale, Kagoshima, à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, elle en a 29 et elle a écumé de nombreux castings avant d'en arriver là. Pour le créateur Jotaro Saito, peu de mannequins ont les qualités nécessaires pour porter ces kimonos, dont certains valent plus de 20 000 euros. Il faut une élégance taillée pour le kimono, un côté sexy, un érotisme qui est intrinsèquement lié à ce vêtement. Et je ne choisis que les mannequins capables d'exprimer cette émotion. Et tout comme la façon de marcher, cela demande de l'expérience et c'est difficile quand on vient juste de démarrer sa carrière. À Tokyo, il n'est pas rare de voir des femmes porter le kimono en pleine rue, mais elles sont souvent plutôt âgées. Le rêve de Jotaro Saito et de ses mannequins, parvenir à transmettre leur passion du kimono aux jeunes générations.